Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour aujourd'hui avec Scott Ritter, ancien major des Marines américains et inspecteur en armement pour l'ONU. Soyez donc le bienvenu dans l'émission. Merci de m'accueillir. On s'attendait à ce que Trump retire les États-Unis de la guerre en Ukraine et améliore également les relations bilatérales avec la Russie. En effet, il semblait être sur cette voie. Mais non seulement Trump a désormais lancé sa propre guerre, mais les relations bilatérales semblent aussi aller de mal en pis. L'un des points que vous soulignez dans votre article concerne le langage, la rhétorique, qui s'intensifie. Il y a eu des propos virulents de la part de Trump à l'encontre de Poutine. Poutine a répondu, mais nous voyons maintenant l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, et le président Trump échanger des menaces à peine voilées, y compris des allusions aux armes nucléaires. Vous avez écrit un article intitulé « L'échange dangereux de mots entre Trump et Medvedev ». Je me demandais si vous pouviez préciser quels mots ont été échangés et quelle est la signification de tout cela. Vous savez, je ne suis pas diplomate. Je suis un ancien marine et je ne suis pas connu pour être un grand orateur. Je parle de façon assez directe. Mais lorsque j'étais aux Nations Unies, un diplomate russe très expérimenté n'a cessé de m'insister sur l'importance des mots. Il m'a dit, les mots comptent. Quand tu utilises un mot, le langage, le sens, tout est important. Et cela semble refléter l'attitude de tous les Russes, pas seulement la sienne. Quand les Russes utilisent des mots, ils comptent. Le langage compte. Et j'en parle parce que cet échange qui a eu lieu entre Donald Trump et Dmitri Medvedev, parfois les gens ont tendance à dire « Ah, ce n'est qu'Internet. Ah, ce n'est que les réseaux sociaux et des publications. » Vous savez, il y a le terme « S-posting », le « S » étant un gros mot, donc je ne l'utiliserai pas. Mais vous savez, il ne faut pas trop en tirer de conclusions. Sauf que l'un des participants est un ancien président russe, et les mots ont leur importance. Le président Trump a publié sur sa plateforme Truth Social un message quelque peu critique à la fois envers la Russie et l'Inde, et moqueur. En gros, je pense que Trump se retrouve confronté à la réalité. Les menaces qu'il a proférées contre la Russie n'ont absolument aucun effet. Même Lindsey Graham, qui a été l'un des principaux conseillers de Trump sur la manière de faire pression sur la Russie, reconnaît que la Russie est pratiquement à l'abri des sanctions, qu'elle s'est rendue immunisée contre l'impact des sanctions américaines. Et le président en est arrivé à une conclusion similaire. Il a dit que ces mesures pourraient ne pas fonctionner contre la Russie. Mais l'idée était d'imposer des sanctions secondaires aux personnes qui achetaient du pétrole russe. Eh bien, la Chine ne joue tout simplement pas à ce jeu. L'Inde a toujours été un peu sur la réserve, mais il ne semble pas que l'Inde va s'engager à 100%. On parle un peu du fait que l'Inde cherche d'autres sources, mais les Indiens ne donnent pas aux États-Unis le résultat qu'ils espéraient. Ainsi, le président Trump s'est moqué des économies mortes de la Russie et de l'Inde, indiquant que si elles continuent à agir de la sorte, elles n'auront plus de relations commerciales avec les États-Unis et que les États-Unis conspireront pour tuer leurs économies. Il a ensuite mis en garde Dmitri Medvedev, qui a critiqué les menaces de Trump ces derniers jours ou semaines, en disant « Vous savez, vous entrez sur un terrain très dangereux. Qu'est-ce que ça signifie, un terrain dangereux ?» Je pense qu'ici, nous avons un aperçu de la mesure dans laquelle les Russes suivent Donald Trump, suivent les États-Unis et suivent nos orientations politiques. Nous avons un président qui a ouvertement déclaré et adopté le concept de changement de régime, de frappe de décapitation par action militaire en Iran. Il a évoqué la possibilité d'avoir ciblé le président iranien, le guide suprême iranien.
Il a, dès le début, salué les efforts israéliens visant à réaliser cette décapitation. Et les Israéliens, en concevant leur attaque contre l'Iran, ont fait référence à l'effet Nasrallah, c'est-à-dire à leur assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, combiné à cette attaque par Pagé contre la direction intermédiaire du Hezbollah. L'effet combiné a été de saper la viabilité politique du Hezbollah et a conduit le Hezbollah à se retirer du conflit contre Israël. Netanyahou, en évoquant l'action iranienne, a fait référence à l'effet Nasrallah, affirmant qu'il faisait la même chose dès le début. Maintenant, quel est le rapport avec le président des États-Unis? Nous regardons la réalité en face. Il y a plusieurs choses que le peuple américain doit accepter. Premièrement, l'idée que ce président cherchait à améliorer les relations avec la Russie est une pure illusion. Le président n'a jamais cherché à améliorer les relations avec la Russie. Le président a cherché à établir des relations définies par la suprématie américaine sur la Russie, la supériorité américaine sur la Russie. Ce que le président souhaite, ce n'est pas traiter la Russie en égal, mais la traiter comme subordonnée. L'amélioration des relations dépend du fait que la Russie cède aux exigences américaines concernant l'Ukraine, qu'elle se plie aux impératifs économiques américains. Nous avons vu le président s'en prendre aux BRICS et à la supposée dédollarisation en cours au sein des BRICS. Tout cela montre bien que ce que le président veut, c'est une Russie qui reconnaît la suprématie américaine. Or, ce n'est pas la Russie à laquelle il est confronté. Celle à laquelle il fait face est tout le contraire. Une Russie qui impose sa propre suprématie à l'Amérique, notamment sur la question de l'Ukraine, affirmant qu'elle fera ce qu'elle veut en Ukraine. Il n'y a rien que les Américains puissent faire pour les arrêter. Je pense que l'on constate aussi que la Russie est en grande partie immunisée contre les pressions économiques américaines et que l'armée américaine n'est pas à la hauteur pour affronter les Russes. C'est quelque chose, à mon avis, que Trump a fini par comprendre brutalement. Et donc, ce qui se passe, c'est que je crois que Trump devient très vulnérable aux arguments qui disent « Vous savez, nous n'avons pas besoin d'égaler les Russes sur le plan conventionnel. Nous avons la suprématie nucléaire, et si nécessaire, nous pourrions simplement éliminer la direction russe, corrompre ou faire s'effondrer la direction intermédiaire russe et provoquer l'effondrement de la Russie dans son ensemble. » L'effet Nasrallah appliqué à la Russie à grande échelle. Cela remonte à une réflexion qui existait dans les années 1980, sous la présidence de Ronald Reagan, lorsque l'on évoquait la possibilité de lancer une frappe de décapitation à l'aide de missiles Trident tirés depuis des sous-marins de classe Oyo, de missiles Pershing II basés en Allemagne de l'Ouest et de B-52 armés de missiles de croisière lancés depuis les airs. L'impact combiné de tout cela aurait été que, dans les 12 à 15 minutes suivant le lancement, la direction russe aurait été éliminée et la majeure partie de la capacité stratégique de la Russie à frapper les États-Unis aurait été détruite. On pensait alors que les Russes reculeraient, confrontés à la réelle probabilité de leur destruction totale s'ils poursuivaient le conflit. Heureusement, cela ne s'est jamais produit. L'une des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit, c'est que la Russie a mis en place un concept connu sous le nom de main morte ou système périmètre. Beaucoup de gens pensent que c'est une invention. Ce n'est pas le cas. Je sais que ce n'est pas une invention parce que lorsque j'étais inspecteur d'armes à Votkinsk, nous nous sommes retrouvés face à face avec les SS-25 modifiés qui faisaient partie du système périmètre. Au lieu d'avoir des ogives au sommet, ils étaient équipés d'un module de communication sophistiqué. Ils diffusaient les codes de lancement de sorte que, si la direction russe était éliminée, toutes les armes nucléaires russes survivantes seraient automatiquement lancées contre les États-Unis.
C'est pour cela qu'on l'appelle la main morte. Cela signifie que, même si vous les avez tués, la main morte lancera les missiles. Medvedev a fait allusion à la main morte. Il a dit, « De quoi parlez-vous? Vous savez, de terrain dangereux. Est-ce que vous nous menacez? » Et il a ajouté, « Vous devriez peut-être jeter un œil à The Walking Dead. » C'est une série télévisée sur une sorte de monde apocalyptique envahi par des zombies, où la société a été en grande partie détruite et où les gens survivent tant bien que mal. Il a aussi mentionné la main morte. Maintenant, il a affirmé que la main morte n'existe pas, parce que la Russie n'a jamais officiellement reconnu son existence. Mais elle existe bel et bien. Les mots ont leur importance. Dmitri Medvedev a fait cette déclaration pour une raison. Il fait savoir au président que le fantasme qui existe dans sa tête, le fantasme que ses conseillers lui vendent, n'est rien d'autre qu'un fantasme. Et les conséquences de vouloir agir sur ce fantasme en menaçant la Russie seront de nature apocalyptique. Oui, la remarque sur la dead hand a vraiment mis en évidence la gravité de la situation. Mais est-ce que les Russes pensent qu'ils ont une inquiétude raisonnable que les États-Unis puissent planifier une telle frappe de décapitation? Ou est-ce probable? Parce que je pense que beaucoup ont été préoccupés lorsque les États-Unis ont attaqué l'Iran en plein milieu de négociations. Et encore une fois, pour les Russes, un mois plus tôt, ou un jour, ou 2 semaines, ou quelque chose comme ça, ils ont aussi subi une attaque contre leur propre force de dissuasion nucléaire, dans laquelle il était un peu ambigu de savoir dans quelle mesure Trump en aurait été informé. Là encore, il y avait des similitudes avec les tactiques d'importation de drones. Pensez-vous que c'est quelque chose qui les inquiète et pour lequel ils se préparent? Parce que je veux dire, plus le ton de Trump est doux, en même temps, il a tendance à être un peu trompeur. Donc au moins la confiance a vraiment disparu maintenant. Mais voyez-vous cela comme une idée possible que Trump pourrait avoir maintenant, cette frappe de décapitation? Je considère cela comme un point positif, car il n'y a pas d'autres alternatives si l'on cherche à intimider la Russie. Avec quoi comptez-vous intimider la Russie? Votre puissance militaire conventionnelle, elle est inexistante. Votre capacité à soutenir l'Ukraine comme un proxy viable pour épuiser la Russie, cela n'arrive pas. Votre capacité à étrangler économiquement la Russie, cela n'arrive pas non plus. Donc, si vous avez élaboré une politique qui dépend du fait que la Russie plie le genou, il ne vous reste plus qu'à l'intimider en brandissant la menace d'une guerre nucléaire. Et je crois que c'est exactement ce que fait ce président. Et je crois que les Russes en sont pleinement conscients. La réponse de Dmitri Medvedev sur X, évoquant la main morte, en est la preuve évidente. Il ne va pas mentionner cela par hasard. Les mots ont leur importance. Donc pour l'ancien président, qui sait ce qu'est la main morte, le fait de l'évoquer signifie qu'il a essentiellement reçu le feu vert pour avertir le président des États-Unis, n'y pensez même pas. Nous vous anéantirons, vous pourrez nous tuer, mais nous vous tuerons aussi. Et tout ce qui resterait, ce serait un scénario à la Walking Dead. Eh bien, toute cette rhétorique enflammée s'inscrit évidemment dans le contexte où les États-Unis, ou Trump, ont fixé un nouveau délai aux Russes. Autrement dit, ils ont averti la Russie qu'elle devait mettre fin à la guerre sous 50 jours, délai ensuite ramené à 10 jours. Cela soulève donc la question, que se passera-t-il dans 10 jours? Car il n'y a que 3 options possibles. La première serait de nouvelles sanctions, mais comme vous l'avez dit, leur impact sera très limité, et cela pourrait donner l'impression que Trump est faible. La deuxième option serait d'envoyer plus d'armes, mais combien d'armes supplémentaires pourraient être envoyées? Et la troisième serait une action plus directe, comme ce que souhaitent des personnes telles que Lindsey Graham, ou quelque chose comme une frappe de décapitation.
Mais comment la Russie réagit-elle à ce délai de 10 jours, en dehors des éclats du président Medvedev? Eh bien, la nuit dernière, nous avons assisté à une frappe très lourde contre Kiev, qui a utilisé non seulement des drones Geran, mais selon certains rapports, 13 Iskander-M ont été tirés contre une seule cible à Kiev. C'est une escalade, pas une désescalade. Je pense que ce que disent les Russes, c'est « nous nous moquons complètement de ce que vous dites. Nous allons faire ce que nous devons faire pour gagner cette guerre à nos conditions. Et tant pis pour vous. » C'est à peu près la réponse russe. Je ne pense pas que les Russes vont engager un dialogue significatif avec Donald Trump sur ces questions. Vous savez, que peut faire Trump? Je veux dire, il reconnaît déjà que sa politique va échouer. Donc, vous savez, la législation qui est en train d'être adoptée au Sénat n'impose pas des droits de douane à 500%, comme l'exigeait Lindsey Graham. Elle donne la possibilité d'aller de 0 à 500, ce qui signifie que le président a la latitude de ne rien faire. Et donc ce que je constate, c'est que le président ne s'est engagé sur aucun chiffre précis, ni même sur l'application de sanctions contre la Russie. Je pense qu'il espère que les Russes réagiront en disant « Oh non, nous ne voulons pas de ces sanctions secondaires. Revenons à la table des négociations. » Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je n'imagine pas que les Russes vont céder sur cette question. Je n'imagine pas les Russes, je n'imagine pas les Chinois ou les Brésiliens céder. Les Indiens, on ne sait jamais. Mais je pense qu'au bout du compte, Donald Trump doit faire attention à ne pas s'enfermer dans une impasse ici. Une dépendance excessive à une politique qui a échoué ne mène qu'à l'échec total. Donc je pense, encore une fois, que Trump va se lancer dans des prolongations, etc. Je ne pense pas que nous soyons prêts pour la guerre, pour l'instant. Mais le fait est, comme vous l'avez souligné, que lorsqu'il est confronté à un échec total sur tous les autres fronts, le président admet-il l'échec ou cherche-t-il une soi-disant victoire en promouvant un scénario dont on lui a dit qu'il pourrait mener à une victoire américaine? Je fais toujours remarquer aux gens en Occident que l'une des choses qui a le plus agacé la Russie au cours des 30 dernières années, et d'ailleurs, Sergueï Lavrov ne cesse de le rappeler, du moins depuis 20 ans, à de nombreuses reprises, c'est la mort de la diplomatie. Au fil des années, il a souvent répété la même remarque. Après la guerre froide, nous avons cessé de nous asseoir pour discuter de nos préoccupations sécuritaires respectives et chercher des compromis et des solutions. Au lieu de cela, il soutient toujours qu'après la guerre froide, l'Occident a abandonné la diplomatie en Europe au profit d'un langage d'ultimatum et de menaces. C'est ce que Lavrov répète sans cesse, et c'est quelque chose qu'ils n'accepteront plus jamais. Il a fait ce commentaire à de nombreuses reprises, et donc, une fois de plus, le voici, ce langage d'ultimatum. Mettez fin à la guerre en 10 jours, ou vous serez punis. Il est ambigu de savoir ce que cela signifie, mais l'ensemble est plutôt étrange, car si l'on veut mettre fin à la guerre, cela ne devrait pas se limiter à un dialogue entre les États-Unis et la Russie. Trump semble encore retirer l'Amérique de l'équation, comme si ce n'était qu'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui, je veux dire, c'est irréaliste. Vous savez, Trump veut s'assurer que lorsque cette guerre prendra fin, selon des conditions qu'il aura aidé à négocier, il recevra tout le crédit pour avoir mis fin au conflit, mais que personne ne l'associe au début de la guerre, que ce ne soit pas la guerre de Donald Trump. Or, c'est bel et bien sa guerre, surtout maintenant qu'il s'y est impliqué aussi directement. Encore une fois, le président se met dans une impasse rhétorique. Il ne se laisse aucune porte de sortie. Que se passera-t-il lorsque les sanctions échoueront? Elles échoueront.
Que se passera-t-il lorsque la Russie mettra ses menaces à exécution, ce qu'elle fait déjà? Admettez-vous l'échec? Admettez-vous que vous bluffez? Ou êtes-vous piégé? Êtes-vous maintenant obligé de chercher une sorte de geste pour sauver la face? Mais il n'y a pas de geste pour sauver la face. Je veux dire, vous avez entendu Christopher Donahue évoquer un possible, vous savez, geste pour sauver la face? Une attaque contre Kaliningrad, comme si l'enclave russe là-bas n'était pas une partie de la mer Russie et que la Russie ne la traiterait pas comme telle. Nous entrons littéralement dans le domaine de la folie, où l'orgueil politique crée les conditions d'une annihilation thermonucléaire. Voyez-vous les russophobes dont Trump s'est entouré comme faisant partie de cette nouvelle influence, de cette nouvelle approche envers la Russie, ou cela a-t-il toujours été trompeur? Parce que pendant l'élection, il disait que son erreur lors de la première administration avait été d'avoir des gens comme Bolton à ses côtés. Il les a qualifiés, je crois, de sorte de chiens d'attaque, donc le mauvais flic face à son bon flic peut-être. Mais il semble aussi poursuivre ce qu'il préconise. Comment comprenez-vous l'équipe qu'il rassemble autour de lui? Moi, je n'y arrive pas. Je veux dire, cela n'a aucun sens d'un point de vue politique, d'un point de vue de politique étrangère ou de politique de sécurité nationale. Cela a du sens d'un point de vue intérieur, parce que la russophobie a contaminé l'ensemble des États-Unis. Franchement, pour être honnête, on parle de chiffres très bas en pourcentage d'Américains qui savent réellement quelque chose sur la Russie et comprennent la vérité sur la Russie. On obtient des pourcentages plus élevés quand on demande « Voulez-vous une guerre nucléaire avec la Russie ?» Là, un plus grand nombre de personnes répondent non. Ensuite, si on enchaîne avec la question « Vladimir Poutine est-il maléfique ?» Oui. Ils ne savent même pas qui il est. Ils ne savent rien de lui. Ils ont simplement été conditionnés. Vous savez, une réponse pavlovienne. Poutine est maléfique. Poutine est mauvais. Et dans ce genre d'environnement, il est facile de faire passer une politique ratée, car la plupart des gens ne vont pas la percevoir comme un échec politique, puisqu'ils ne sont pas conditionnés à envisager les relations américano-russes comme étant de nature pacifique. Ils sont conditionnés à les voir comme conflictuels. Donc je pense que nous sommes dans une situation très dangereuse et qu'il faut faire quelque chose pour changer les impératifs politiques internes qui entourent la mauvaise politique envers la Russie. Il doit y avoir un coût politique à payer pour ce président avant qu'il ne prête attention. Sinon, un jour, nous risquons de nous réveiller avec des missiles nucléaires lancés et de regretter d'être en vie. Ma dernière question est la suivante. Pensez-vous que Trump comprend vraiment la Russie? Parce que lorsqu'il avance ses arguments, selon lesquels les Indiens et les Russes ont une économie moribonde, que les Russes subissent plus de pertes que les Ukrainiens, et que la solution à la guerre serait apparemment des forces de maintien de la paix européennes supervisant un cessez-le-feu inconditionnel, il y a tout simplement beaucoup d'erreurs, ce qui suscite de vives inquiétudes quant au fait qu'il ne comprend pas réellement le conflit. Eh bien, il ne comprend pas le conflit, et il ne comprend certainement pas la Russie. Il ne connaît pas Vladimir Poutine. Il prétend maîtriser ces trois sujets, mais il ne sait rien, et c'est là le danger. Je veux dire, normalement, on souhaite avoir quelqu'un d'assez intelligent pour discerner qu'il lui manque des connaissances, et par conséquent, chercher à s'informer et à se documenter en sollicitant l'avis d'experts avant d'agir de manière agressive sur des questions aussi complexes et périlleuses que celle-ci. Mais voilà ce qui arrive quand on élit un narcissique et un égomane comme président des États-Unis.
il croit sincèrement qu'il sait mieux que tout le monde. Je veux dire, cela influence tout ce qu'il fait. C'est un sociopathe classique en matière de narcissisme malin. C'est une situation très dangereuse. Il n'y a pas de façon simple de décrire cela. Je ne peux pas trouver de mots qui rassureraient les gens à ce sujet. Vous devriez être terrifiés, car nous avons un fou comme président des États-Unis qui crée dans son esprit les conditions qui légitimeront une guerre nucléaire contre la Russie. Donc, désolé, en fait, encore une dernière question à ce sujet. Comment voyez-vous la fin de cette guerre maintenant? J'imagine qu'un règlement pacifique n'est plus envisageable. Cette guerre se termine soit par une victoire totale de la Russie, soit par une annihilation mondiale. Oui. Eh bien donc, si Trump ne choisit pas la seconde option, c'est vraiment décevant. Je pense que beaucoup de gens ont soutenu Trump en raison de sa promesse de mettre fin aux guerres sans fin, moi y compris, et de mettre fin à la guerre en Ukraine. J'y ai cru. Je lui ai donné 100 jours. Et j'ai essuyé beaucoup de critiques parce que les gens disaient « Ah, tu l'as soutenu ». Eh bien, c'est le président des États-Unis. Qui ne voudrait pas que le président réussisse? Parce que la réussite du président se traduit généralement par la réussite du pays. Et qui ne voudrait pas la paix avec la Russie? Qui ne voudrait pas d'un président qui promeut la paix? Mais, vous savez, après 100 jours, on se retrouve simplement confronté, comme nous le sommes aujourd'hui, à la réalité de cet homme. Et aucune des bonnes choses que je pensais voir arriver n'arrive. Et elles n'arriveront pas, à moins qu'il n'y ait un changement fondamental. Il doit faire le ménage parmi ses conseillers. Il lui faut une toute nouvelle équipe de conseillers. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Il est également préoccupant que ce langage agressif qu'il a utilisé dans la politique intérieure, et avec lequel il s'en est plutôt bien sorti, ne se transpose pas vraiment à la politique internationale, non seulement face à la Russie, mais aussi dans toute la querelle entre Dmitri Medvedev et Trump. On observe la même chose maintenant en ce qui concerne l'Inde, qui est très en colère contre eux. Et vous savez, ils sont punis pour avoir commercé avec l'Iran. Ils sont punis pour avoir commercé avec la Russie. L'hypothèse étant que, si vous vous coupez de toutes les autres grandes puissances, vous ne dépendrez plus que de celles qui vous menacent et vous intimident réellement. Même les pays qui apprécient vraiment l'Inde. L'Inde souhaite vraiment entretenir une relation étroite et positive avec les États-Unis, se retrouve aujourd'hui mis à l'écart. Je pense, comme vous le dites, que les mots ont leur importance, et il est choquant qu'ils soient utilisés avec autant de légèreté. Mais nous en sommes là. Donc oui, merci encore pour votre temps, et une fois de plus, je recommande vivement votre Substack et votre article. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.